qui m'a envoyé une demande sur LinkedIn en disant « Je vous remercie parce que aussi grâce à vous, je vis aujourd'hui ». Bonjour, je suis Karina Putinanu, je suis directrice senior médicale dans une société qui fait de la recherche clinique. Maintenant, je suis directrice médicale, donc aujourd'hui je m'occupe de tout ce que c'est suivi médical, partie scientifique derrière les protocoles de recherche clinique qui sont élaborés par différentes boîtes pharma, que ce sont des boîtes, des toutes petites boîtes de biotech qui n'ont pas ce genre de ressources à l'intérieur, ou si ce soit des sociétés plus grandes, même des multinationales qui ont besoin d'un support extérieur pour ce genre d'activité, de suivi médical. C'est une des métiers qui rentre dans la partie pharmaceutique, recherche clinique du côté pharma, du côté plutôt industriel. Pendant une carrière de quelques 25 années, j'ai passé par différentes étapes qui ne sont pas nécessairement les étapes obligatoires ou les étapes pour tout le monde. J'ai eu la chance de passer un peu dans tous les domaines qui rentrent dans la recherche clinique du côté pharma, que ce soit l'opérationnel clinique, que ce soit la partie médicale, que ce soit la partie pharmacovigilance, que ce soit la partie gouvernance médicale. Donc, c'était un peu un parcours dans les domaines qui sont intéressants d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de la livraison d'une étude clinique. Aujourd'hui, je travaille dans une boîte qui fait de la recherche pour les autres. J'ai passé une bonne partie de ma carrière dans des entreprises pharmaceutiques, que ce soit des grandes entreprises, que ce soit des entreprises plus petites, en faisant ces différentes choses qui touchent les études cliniques. Je n'ai pas un contact direct avec les patients, je suis médecin, mais je n'ai pas un contact direct avec les patients. Je suis un peu la personne qui a l'expertise sur un certain produit, a l'expertise sur un certain projet, qui aide à créer tout un programme de développement clinique pour une société qui a besoin de mener une molécule qui s'appelle molécule X aujourd'hui, qui a passé toute la partie préclinique, mais qui rentre aujourd'hui dans le domaine de développement sur les êtres humains et qui arrive d'ici quelques années dans la pharmacie, avec un nom commercial, avec tout ce qu'il faut pour bien enregistrer, bien autoriser, pour pouvoir être commercialisé tel qu'un médicament. C'était un mélange de hasard et chance. C'était pas prévu dès le début. J'étais vraiment fort calée, préparée pour commencer à achever des études de formation de spécialité de chirurgie. Malheureusement, l'année quand j'étais censée d'avoir mon examen d'entrée dans l'assistanat, il n'y avait pas de place dans les spécialités chirurgicales que je visais. Donc, je me suis dit que voilà, pour une petite pause, voilà, le temps que la place que je cherche s'ouvre, il faut quand même payer sa vie. Donc, je cherche un petit boulot qui va combler cette étape. C'était aussi dans la période où j'avais ma fille qui arrivait. Voilà, donc, on avait vraiment besoin de 2 salaires pour pouvoir combler les besoins d'une jeune famille. Et j'ai postulé pour un poste qui s'appelait à l'époque moniteur clinique. Je n'avais aucune idée de quoi il s'agit. À l'époque, j'étais en Roumanie, je suis d'origine roumaine, j'ai fait tout mon parcours de formation, donc l'université, je l'ai fait là-bas.
j'avais aucune idée, c'était dans les années 90, quand c'était vraiment le début, tout début de la recherche clinique en Roumanie. Donc les boîtes pharma commençaient à arriver et commençaient à faire des études cliniques sur des patients et avec des collaborations avec des cliniques en Roumanie. Donc je pense que j'étais la 3e, 4e monitrice clinique dans le pays, peu importe l'industrie, peu importe la boîte. Et c'était une chance. J'ai eu la chance de construire quelque chose à partir d'une grande page blanche dans une période où toute l'Europe, surtout l'Europe de l'Est, connaissait une effervescence de recherche clinique. C'était l'époque où beaucoup de nouveaux médicaments étaient en train d'être découverts. Donc tous les médicaments qui aujourd'hui sont une sorte de standard of care, base de base, pour le traitement de l'asthme, des antibiotiques, pour le traitement cardiovasculaire, oncologique. À l'époque, c'était toujours la recherche. C'était encore pas autorisé, c'était encore pas dans les pharmacies et c'était une opportunité pour changer vraiment le cours des maladies qui soit n'avaient pas un traitement, soit avaient un traitement qui n'était pas suffisamment efficace et sûr pour les patients. Donc c'était vraiment un moment d'opportunité qui était finalement fascinant. Et le petit boulot temporaire pour 1 année, 2 années, le temps que le poste de chirurgie que je rêvais s'ouvrait, c'est devenu temporaire depuis 25 ans. Donc ce n'est plus temporaire et c'était vraiment un parcours fascinant. Parce que j'ai eu la chance d'abord de construire quelque chose à un niveau de qualité exceptionnel. Voilà, pour pouvoir mettre un pays, pour pouvoir mettre un trou noir sur une carte, il faut se différencier. Et la seule différence qu'on pouvait apporter, c'était la qualité. Donc, ça, le domaine de la recherche clinique, c'est un domaine hyper régulé. Il y a des règles extrêmement strictes, il y a plein de méthodes pour vérifier que tout ce qui se passe comme il faut, quand il faut, et d'une transparence absolue. Et on a eu la chance de construire quelque chose sur cette base de super qualité. Et je suis partie toute seule. Quand j'ai quitté ce poste à l'époque, j'ai laissé derrière moi une équipe d'une 20aine de personnes, classée le premier au monde, au niveau de la qualité de ce qu'ils délivraient. J'ai eu la chance dans ce rôle qui était un peu avec plein, j'avais des chapeaux de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de faire du regulatory, la partie qui s'occupe de la relation avec les agences du médicament. J'ai eu la chance de contribuer à élaborer la législation dans le domaine, dans le pays. J'ai eu la chance d'aider des cliniques à se développer dans la recherche. On a appris ensemble. Moi, j'ai appris et puis j'ai transféré ce savoir-faire pour des cliniques qui étaient en train juste de faire leurs premières études cliniques sur des patients avec certaines maladies. C'était une collaboration qui était super effervescente. Et ça, c'était magnifique. C'était vraiment une chance qui m'a fait ne plus réfléchir, OK, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Est-ce que je veux revenir à l'arrière? Et finalement, je n'ai plus voulu revenir à l'arrière et j'ai découvert petit à petit les différents rôles. On commence sur un rôle local avec plusieurs facettes, puis j'ai passé sur des rôles au niveau de la région, puis sur des rôles au niveau global. Je suis venue, c'est comme ça que j'ai déménagé en Belgique, puis je travaille en Angleterre, je travaille tous les jours avec les États-Unis, j'ai construit une équipe en Inde, j'ai eu des gros projets au Japon, donc c'était vraiment une ouverture qui finalement, c'était super enrichissante. Et j'ai eu à un certain moment, le moment de réflexion, est-ce que je bouge pas vers le travail dans la clinique. Et le fait que, en travaillant dans la recherche, j'ai su aider plusieurs patients. En fait, c'est ça ce qu'on fait dans la recherche. On cherche les médicaments pour demain
Et à travers les études cliniques qui se passent aujourd'hui, tu aides beaucoup plus que ton patient à toi, l'individu X qui est devant toi. Tu ne les connais pas. J'ai connu quelques-uns, voilà, sans nécessairement vouloir les connaître, ou des petites anecdotes voilà, qui sont assez sympas, qui sont voilà, l'ancrage dans un métier qui parfois est très abstrait. Mais je me suis rendu compte que dans la recherche clinique, tu arrives à toucher beaucoup plus qu'en étant médecin, voilà, voyant un patient par patient par patient. Et c'est vrai que c'était à une époque où, par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur le HIV. C'était à l'époque où on découvrait les médicaments pour le HIV. Et où, vraiment, ce qu'on faisait, donner vie à des patients. C'est un des patients, une petite anecdote, un des patients que j'ai connu en sorte, c'est un monsieur qui m'a envoyé une demande sur LinkedIn en disant « Je vous remercie parce que, aussi grâce à vous, je vis aujourd'hui ». C'est un des enfants qui était dans une des études sur HIV, qui avait 13-14 ans à l'époque. C'était une cohorte qui était malheureusement infectée dans les premières années de vie, et puis on était diagnostiqués plus tard et traités à travers les études cliniques, parce que ce n'était pas possible autrement à l'époque. Et qui aujourd'hui est avocat, aujourd'hui travaille, a une vie de famille tout accomplie, et il vit parce qu'il a fait partie d'une étude clinique à un certain moment dans sa vie. Donc là, c'est un peu, oups, quand même on change de vie. Et c'est une richesse qui était, voilà, personnellement, ça m'a motivée. Je ne le regrette pas du tout. Au contraire, je me rends compte que je fais un travail où je suis obligée d'apprendre tout le temps. Voilà, je travaille aujourd'hui en travaillant comme consultante pour des différentes boîtes pharma. Voilà, on travaille sur des différents domaines. Il faut être toujours au top de ce qui se passe dans le domaine où on est approché, où on doit contribuer. C'est très dynamique. Donc ça bouge tellement vite, il y a une dynamique qui est très, très, très particulière, surtout ces dernières années avec le Covid, voilà, depuis l'année passée. C'est une dynamique que je n'ai jamais vue dans ma carrière. J'arrive pas à m'ennuyer, pas du tout. Et ça, c'est super, super chouette. C'est très rigoureux. Donc c'est au niveau de la qualité, au niveau de... Voilà, d'un perfectionnisme un peu caché, un peu qui rassure, c'est très, très, très rigoureux. Donc, il y a tous les éléments pour ne pas regretter ce genre de choc. Des points négatifs dans le domaine, voilà, et je ne me réfère pas seulement à la partie directeur médical ou scientifique, donc la partie, disons, pharma. Des points négatifs, ça peut être un travail qui est très virtuel. Donc, il faut avoir un hobby, quelque chose où tu vois exactement ce que tu produis. Ce n'est pas comme une chirurgie, voilà, on coupe, on fait sortir, on met des choses dedans, et puis c'est bien fait, c'est clair ce qu'on a fait. C'est plutôt virtuel, ce n'est pas tangible tout de suite. Il faut avoir quand même la patience, il faut avoir la résilience. Tu peux travailler sur un projet 4-5 ans, 410 bonnes années, et puis, oups, le projet tombe parce qu'il y a un souci de sûreté, il y a un souci commercial, il y a un souci... Voilà. Et il faut avoir la résilience de repartir sur un autre projet, rebondir sur quelque chose qui... Voilà, on dit qu'une seule molécule qui se transforme en médicament a quelques milliers de molécules qui ont été recherchées avant. Donc, quand même, il faut avoir cette résilience. Il faut être très rigoureux au niveau de la paperasse, que ce soit paperasse réelle, que ce soit paperasse virtuelle. Et ça, ce n'est pas nécessairement la partie plus sexy de ce qu'on fait. Mais il y a un adage qui dit qu'un Dieu on croit, tout le monde doit prouver
par écrit ce qu'il a fait, sinon ça n'existe pas. Donc voilà, il faut que tout soit bien documenté, que tout soit bien archivé, que tout soit bien gardé, parce qu'on peut regarder ce qu'on a fait il y a 10 ans, aujourd'hui, ou il y a 20 ans, on le regarde aujourd'hui. Donc ça, c'est super, super rigoureux. Donc ce sont des parties un peu, pas négatives, mais un peu moins sexy de ce qu'on fait. Et quand je pense, ce n'est pas nécessairement dans les métiers scientifiques, pharma ou médical pharma, c'est partout dans le monde du virtuel et d'un travail global. Si on travaille remote de chez nous, ben on peut avoir une réunion très tôt le matin en Chine, passer la journée avec des collègues en Europe et finir à 10 heures le soir avec une réunion en Californie. Donc ça, c'est très possible. Donc il faut une certaine rigueur au niveau d'un équilibre de la vie privée et vie professionnelle. C'est un peu différent parce que aujourd'hui, je n'ai plus de voyages liés au boulot c'était une partie qui était super enrichissante, super sympa, que j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, tout se fait par Zoom, Webex ou autre. Et cette partie où tu dois être très, très rigoureux au niveau de l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, privée. Donc, c'est la seule différence. Il y a des projets qui ont vécu des moments plus dynamiques, il y a des projets qui ont vécu des moments un peu moins dynamiques. Évidemment, dans une étude clinique, tu recrutes des patients qui se trouvent qui arrivent soit dans des hôpitaux, soit dans des cliniques qui sont autorisées à faire ce genre de travail. Ben, avec le Covid, si la clinique est fermée, c'était différent, en sorte qu'on a dû trouver des solutions, mettre en place des mesures pour combler ce trou. Par exemple, une clinique qui est fermée, tu dois quand même suivre ces patients. Donc, il a fallu mettre des visites à domicile, des choses qui sont créatives, qui sont sûres pour le professionnel qui donne les soins, mais aussi pour le patient, et qui quand même vont permettre à un protocole d'être suivi. C'est très important parce qu'un protocole de recherche clinique, il est très strict. Donc on a un protocole, on a des documents qui sont vraiment mis à jour au fur et à mesure qu'on apprend de nouvelles choses sur le produit. Et le protocole est strict. Si le protocole dit que tu as une visite à 2 semaines, ça va être à 2 semaines, pas à 3. Si c'est à 3, les données pour ce patient peuvent servir à rien finalement. Donc c'est vraiment important que tout ça soit vraiment rigoureusement respecté. Donc ça, c'était un peu différent vis-à-vis de ce qu'on l'entend normal. La journée type, ça dépend d'un jour à l'autre. Dans ce que je fais personnellement, c'est assez dynamique parce que je travaille avec plusieurs compagnies, sociétés. Je travaille, on a des réunions internes, on a des réunions avec les clients, on a des réunions avec les médecins qui ont besoin de support, d'aide, de questions avec nous. Je passe pas mal de temps à regarder toutes les nouvelles choses qui arrivent dans certains domaines sur lesquels je travaille. Je passe pas mal de temps à regarder les données des patients qui sont en relais et participent à nos études. Donc, c'est vraiment dynamique et ça c'est pas nécessairement différent de ce qu'on fait tous les jours. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans une boîte pharma, donc je suis vraiment pas du tout biaisée par ça. J'ai passé quand même une bonne partie de ma carrière dans des boîtes pharma et je ne suis pas du tout d'affaire avec ça. L'élément primordial dans le développement de tout produit pharmaceutique, c'est la sécurité du patient. Donc, la vitesse avec laquelle tu mets un produit sur le marché, les étapes que tu dois passer, l'investissement qui est derrière. Ça sont des choses qui sont extrêmement bien réglementées
et sont pas dirigés d'un point de vue commercial. Donc, on ne va jamais développer un produit parce que, OK, on a envie d'arnaquer les gens. Ça ne va pas se passer. Donc, la manière dont un protocole d'études cliniques est conçu, est écrit et mis en place, c'est super rigoureuse. On a des filtres. Donc, une boîte pharma peut vouloir faire n'importe quoi, mais les agences de médicaments, que ce soit l'agence européenne, que ce soit les agences locales, que ce soit la FDA, l'agence américaine, ou chaque pays au monde a une telle agence, font le filtre. Donc, elles approuvent seulement les projets qui cochent toutes les cases sur une liste assez longue de demandes. D'un point de vue scientifique, d'un point de vue statistique, d'un point de vue des objectifs qu'on met dans une étude, tout doit avoir un sens parfait. Sinon, ça ne passe pas. Par après, tu fais les études cliniques, tu commences à étudier, il y a des règles qui sont respectées très strictement. Si jamais il y a un problème de sécurité, ça peut s'arrêter. J'ai vu des produits qui ont été arrêtés parce que quelques patients, moins d'une dizaine de patients, ont décédé dans le monde entier. Mais il y avait des critères qui disaient, voilà, si jamais ça se passe, on jette tout à la poubelle. Et il y a eu des produits, on connaît bien, on jetait à la poubelle après des années et des années de recherche. Et l'investissement qui vient avec. Développer des médicaments, ce n'est pas bon marché. Donc c'est vrai qu'il y a des médicaments qui sont assez chers, mais le savoir-faire, la recherche, les années de travail qui sont derrière ont un coût. Si on n'investit pas dans les recherches, si on n'investit pas dans les entreprises qui font de la recherche originale et fondamentale, on va se retrouver avec les mêmes médicaments qui sont depuis des années, et on n'avance pas. Et ce n'est pas nécessairement le but de la science. Toute recherche clinique donc, sur des êtres humains doit être vraiment dans le cadre qui est très strictement réglementé, donc c'est tout à fait éthique. On va pas faire. J'ai jamais fait de ma vie, par exemple, une étude dans laquelle j'aurais pas voulu bien être patiente ou mettre mes enfants comme patients. C'était au niveau de voilà, c'est l'éthique qui est derrière. C'est tout à fait raisonnable. Même si c'est une étude, disons, on a des études qui sont contre les placebos. Mais le placebo, c'est le standard of care. Donc, c'est jamais dans le détriment d'un patient ou dans le détriment d'une société, juste pour qu'une boîte pharma gagne, je ne sais pas exactement combien de millions d'euros ou de dollars. Donc, c'est vraiment... C'est vrai que c'est cher, c'est vrai que certaines les boîtes pharma doivent survivre malgré cet investissement. C'est vrai aussi qu'il y a pas mal de boîtes pharma qui contribuent avec des médicaments pour des maladies qui ont qui sont un besoin, qui sont donnés à des prix négligeables, près de zéro pour des pays qui ne peuvent pas se permettre de les payer. Donc il y a beaucoup de bonne volonté, de volontariat, de mécénat derrière, qui n'est pas toujours visible. Donc ce que c'est visible assez souvent dans la presse sont juste les parties un peu négatives. Et ça je trouve vraiment triste. J'ai appris à faire de la place. Donc il faut toujours connaître ses priorités. Il faut toujours prendre soin de soi-même pour pouvoir prendre soin des autres. Donc ça, je trouve que c'est super important. Il y a certaines priorités. Voilà, si jamais j'ai un appel de mes enfants, si jamais un appel de ma famille, voilà, ça passe avant tout. Je pense que c'est normal, c'est logique, c'est tout à fait correct.
je travaille des longues heures, mais j'ai la chance d'avoir la flexibilité de organiser ça d'une manière où je peux glisser un hobby, je peux glisser une activité de volontariat, je peux glisser d'autres choses. Et je peux faire mon choix de choisir les choses qui me nourrissent. Voilà. Évidemment, je n'ai pas le temps de glander sur ma terrasse 10 heures par jour. Ben, ça n'arrive pas. Mais ça ne me plairait pas non plus. Donc, je pense que j'arrive à garder cet équilibre. Et ça, c'est un apprentissage. J'ai eu des périodes où j'ai travaillé des heures et des heures, genre 20 heures par jour. Je me suis rendu compte que ce n'est pas nécessairement le bon plan. La vie, c'est un marathon, donc il faut doser l'effort, il faut donner, il faut prendre, il faut se nourrir, il faut consommer ce qu'on va, avec ce qu'on se nourrit. Donc, ça, j'arrive. Mais ça demande la discipline, et je pense que c'est valable pour, voilà, peu importe quel métier on fait. Je vais vous donner une anecdote de mes études, parce que je pense que ça va vous parler un peu plus. J'étais étudiante, j'étais un bac 2, je pense, je me souviens bien, pour gagner un peu d'argent à côté. Voilà. On donnait des cours privés à d'autres étudiants qui avaient besoin d'un peu plus d'explications, surtout des étudiants étrangers. Et moi, j'aidais mon petit copain de l'époque, mon mari d'aujourd'hui, qui était plus âgé que moi et qui avait trop de demandes. Et on lui donnait cours il avait quelques étudiants étrangers qui avaient besoin de cours d'obstétrique. Moi, je me suis dit, donc, la théorie comme la théorie, pour pouvoir leur expliquer comme il faut, j'y vais aller dans une clinique de gynéco pour voir des accouchements, pour un peu comprendre la partie, voilà, faire un mini-stage là-bas. Je trouve la clinique, j'y vais une fois, 2 fois, 10 fois, plusieurs fois, donc j'étais plus ou moins, je restais pendant la nuit pour les gardes sur place, donc j'avais, pour voir des accouchements, que ce soit par des accouchements normaux, que ce soit des césariennes, voilà. Et j'étais là, j'avais déjà un peu gagné la confiance des gens là-bas. Et tout le monde, les médecins, l'infirmière qui était sur place, ils disent, écoute, reste là, tu gardes la salle d'attente, la salle d'accouchement. Nous, on va vite manger un petit bout et si jamais quelque chose se passe, tu nous appelles, on est là. Et j'étais en train d'attendre, à papoter avec les madames qui attendaient les patientes qui attendaient d'accoucher. Et j'ai une madame qui me dit, mademoiselle, je pense que je vais accoucher. Mais sur ce ton-là, je pense que je vais accoucher. Je dis, oui, c'est pour ça que vous êtes ici. J'essaie de la rassurer. Mademoiselle, je pense que je vais accoucher maintenant. Et je regarde, et c'était tout à fait correct. La madame était en train d'accoucher, mais non. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller chercher le médecin ou l'infirmière, la sage-femme, dans le bâtiment à côté, donc c'était exclu. Donc, finalement, j'ai aidé la bonne femme d'accoucher. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Heureusement, j'avais lu la théorie avant. Heureusement, j'avais vu la pratique avant plusieurs fois. J'ai aidé à accoucher ce petit bébé que j'ai pris par après. Je suis vite, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour que le bébé soit en sécurité. J'ai pris le bébé, je suis allée, voilà ce que j'ai pour vous. Donc, pour l'instant, j'ai tout réagi très vite. C'était tout à fait très correctement. Par après, j'ai eu peur bleue. 19 ans, t'accouches quelqu'un. Ça m'a fait, oups. Mais c'était une expérience super chouette finalement. C'était super bien passé. Mais je me suis rendu compte que réagir en urgence d'une manière qui est calme, qui ne panique pas, donc je n'ai pas du tout paniqué, je n'ai pas eu un instant de panique. Et la jeune maman m'a dit, oui, mademoiselle, vous étiez tellement rassurante que c'est pour ça que je n'ai pas dit que j'avais mal.
Donc c'était tellement rassurant, j'étais tellement en confiance que ouais, j'étais certaine que tout va bien passer. J'ai dit, ok, merci, ça m'a pris pour un petit compliment. Mais c'est une anecdote qui était, voilà, moi j'ai assisté à une naissance à 19, je pense que j'avais 19 ans à l'époque. Il y a bien longtemps. Mais ça m'a appris ce genre, donc, les études, pas les études, seulement la partie théorique qui est hyper importante, mais j'ai eu l'opportunité, en fait j'ai cherché l'opportunité de m'investir, de faire des stages ou de volontariat, ou voilà, d'être très exposée à la vie clinique. Ça m'a appris énormément. Pouvoir tenir 36 heures sans dormir parce que tu es de garde, ça, tu apprends à dormir 10 minutes entre deux armoires et te ressourcer très rapidement. Pouvoir gérer des situations d'urgence. J'ai fait des stages, quand j'ai travaillé à l'hôpital, c'était toujours dans un hôpital d'urgence. Ça t'arrive à réagir tout de suite, tu ne paniques pas avant, tu paniques après, ça a envie de paniquer. Donc voilà, c'est un apprentissage qui part après dans la vie professionnelle qui était tout à fait dans un autre domaine. Ça m'a énormément aidé. Être dans le win-win, être dans le « OK, on a un problème, on l'a. Quelle est la solution qu'on trouve pour aller plus loin ?» Le mot que j'aurais, c'est d'être très ouvert. D'être très ouvert, d'être là s'il y a une opportunité, la saisir et s'investir. Si quelqu'un m'aurait dit il y a 25 ans que j'ai passé toute ma carrière dans l'industrie pharma, je n'étais pas tout à fait convaincue de ça. Mais en s'investissant à 100%, être présent dans le moment où on est et donner de son mieux où on est. Quand on est, et ne pas se laisser influencer ou biaiser par, je ne sais pas, des préjugés, des histoires qui circulent. En fait, je suis un exemple du fait que, voilà, on peut faire de la recherche à très haut niveau dans un pays qui n'a pas une tradition à ça, et créer une tradition là-bas. Au début, tout le monde disait « Ah oui, c'est ça, Roumanie, on ne fait pas des études là-bas. » Et j'ai dû démontrer qu'on peut faire. On peut faire, et ça se fait toujours, et ça se fait très bien. Je suis la preuve qu'une femme peut construire des équipes, et peut mener des projets. J'ai construit une équipe en Inde, à un certain moment, dans un pays où culturellement, une femme, voilà, c'est pas nécessairement la première choisie pour conduire une équipe. J'ai une autre anecdote, voilà, si c'est important. J'ai eu la chance de construire une équipe en Inde à un certain moment. J'ai interviewé des femmes, des hommes. Voilà, j'avais une centaine de CV qui sont présentés. Et une bonne partie des femmes qui étaient là, avec des études universitaires, des médecins, des pharmaciennes, des femmes bien accomplies d'un point de vue éducatif, quand je demandais dans l'interview quelle est la meilleure chose qu'ils ont abouti de leur vie jusqu'à ce moment, la plupart disaient qu'elles sont fières de pouvoir prendre soin de leurs parents. Et c'est une qui me dit la même chose, la deuxième qui me dit la même chose. À la fin, j'avais créé mon équipe. Finalement, la plupart, il y avait des femmes dans l'équipe. Et je leur pose la question, écoutez, expliquez-moi un peu quelle est l'histoire de pouvoir garder le contact et prendre soin de vos parents. Ils disaient, oui, pour nous, c'est toujours très important parce que assez souvent, ce n'est pas nous qu'on choisit notre partenaire de vie. Et si on se marie ou on est marié avec quelqu'un, on devient la propriété de la famille de notre mari. Et là, on n'a plus le droit de garder, de prendre soin de nos propres parents, nous. Donc le fait que nous, on a réussi de faire ça en trouvant le bon équilibre avec la vie de la famille de notre mari et de notre propre famille, ça, c'est super, super important. Et là, je me suis rendu compte à quel point c'est important d'abord d'écouter et puis de
ne pas se lancer dans tous les préjugés qui viennent avec certaines situations de vie. Et elles, c'était, voilà, ce sont des filles avec lesquelles je garde toujours le contact, ce sont des modèles que je suis. J'ai eu la force de lutter, de se battre contre ce genre de préjugés. Ah, donc, si c'est un mot pour ceux qui veulent se lancer dans une carrière, peu importe, que ce soit industrie pharma, que ce soit une autre, qu'elle se laisse d'un côté porter, mais porter par les opportunités et trouver les opportunités dans l'entourage, dans l'environnement, dans le cadre de travail qu'ils ont aujourd'hui. Parce que quelque chose qui peut sembler aujourd'hui un peu bof, un peu un problème, demain peut-être s'avère être voilà, l'étape qui était nécessaire pour un pas suivant.